Et puis on a décidé on avait faim, donc on a décidé de mettre la nappe, de sortir les affaires pour commencer à manger. Et puis les autruches, avec leur odorat très développé, ont dû sentir ça. Et on a eu un groupe d'une quinzaine d'autruches qui se sont précipités vers nous. Donc Mon Dieu. ça fait peur, hein. Faut savoir que les Ouais. autruches, ça court quand même très très vite. Je crois que ça peut monter à 80 km/h, il me semble. Et du coup, mon père a eu le réflexe de rapidement reprendre toutes les affaires sur un nappe, balancer ça dans le coffre. Et on a juste eu le temps de refermer la portière et t'avais toutes les autruches qui étaient en train de becqueter sur les fenêtres. Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à tous, c'est Manon. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le parcours de Julien. À même pas 30 ans, Julien a déjà été expatrié dans 6 pays et sur 4 continents différents. De son enfance au Burkina Faso et en Namibie, à son retour en France, puis ses départs successifs au Qatar, au Vietnam et enfin au Canada où il vit désormais, j'ai adoré découvrir son histoire. Et puis pour tout vous dire, elle donne vraiment la bougeotte. Alors, bonne écoute. Alors aujourd'hui, nous accueillons Julien. Julien, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Dis-moi, d'où est-ce que tu nous parles aujourd'hui ? Là, actuellement, je suis à Montréal, au Canada. À Montréal, au Canada. Et t'es à Montréal depuis combien de temps ? Ça va faire à peu près 1 an et demi que je suis au Canada. Ok. Et sinon, t'es originaire d'où ? Alors, je suis d'origine française, la région parisienne, pour être précis. Donc, t'es originaire de région parisienne, mais de ta vie, t'as passé combien de temps en région parisienne versus en expat ? Parce que t'as un beau palmarès. Ouais, tout à fait. Alors effectivement, la région parisienne, j'y suis arrivé assez tardivement parce que j'ai grandi, pour commencer, mes 11 premières années en Afrique. Donc j'ai fait de 0 à 5 ans au Burkina Faso, à Ouagadougou, et après de 6 ans à 11 ans en Namibie. Donc j'ai eu une enfance plutôt africaine, hein, donc l'équivalent du primaire, et je suis arrivé début du collège à Antony dans le 92. Donc, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de tes expériences en Afrique, au Burkina Faso et en Namibie ? Pourquoi vous êtes partis vivre en Afrique ? Alors mon père travaille pour le ministère de l'Agriculture. Et donc il est allé assez jeune en Afrique, et mes parents étaient déjà en Afrique en fait quand je suis né. Et puis pour des raisons un peu de sécurité, on va dire, pour l'accouchement de ma mère, elle a décidé de venir accoucher à Châtenay-Malabry en 92 toujours, mais je suis directement reparti à Ouagadougou. Donc D'accord. les souvenirs que j'ai de Ouaga, c'est assez flou, puisque 0,5 ans, on n'a pas, c'est pas forcément là où on a les plus gros souvenirs. Ouais. De ce que je me rappelle de Ouaga, c'est déjà, on allait déjà dans la brousse. Je me rappelle d'aller dans la brousse déjà assez jeune, où on allait faire du camping dans cette brousse, quoi. Un des souvenirs que j'ai du Burkina, c'est qu'on allait souvent camper un peu au milieu du désert, de la brousse. Et j'ai des souvenirs de notamment prendre des bains dans des bassines au milieu de la brousse avec ma mère qui me lavait. C'était assez étrange. Et puis voilà, j'ai pas tant de souvenirs que ça. Je me rappelle que j'avais mon meilleur ami qui s'appelait Joël, que j'ai jamais repris contact avec lui, qui m'a laissé une peluche quand j'ai quitté le Burkina. Oh, c'est Et chou. voilà, j'ai pas. Ouais, c'était une école. Je me rappelle qu'on parlait quand même. C'était une école française, donc on était mélangés français et puis burkinabé. Et j'ai pas tant de souvenirs que ça du Burkina. J'en ai beaucoup plus de la Namibie. Ouais, du coup, au Burkina Faso, t'as fait ta vie de bébé et ensuite tes premières années de maternelle, c'est ça ? Ouais, exactement, ouais. Et du Les coup, premières années de après, maternelle, ouais. vous avez déménagé en Namibie. Donc là, tu dois avoir un peu plus de souvenirs. 6 à 11 ans, c'est quand même des années charnières, quoi. Du coup, t'as appris, j'imagine, à lire, à écrire en Namibie. Ouais, exactement. C'était assez drôle parce que du coup, donc j'étais dans une école internationale quand je suis arrivé en Namibie.
Donc j'ai appris à lire et à écrire l'anglais en même temps que le français, parce qu'en fait je D'accord. faisais une double scolarité, c'est-à-dire que je faisais les cours en anglais le matin dans l'école internationale à Windhoek, qui est la capitale de la Namibie, Ok. et en parallèle je faisais les cours au CNED. C'est des cours par correspondance, donc j'avais une prof en France en fait qui m'envoyait des devoirs et je faisais ça avec ma mère, comme mes deux sœurs en fait. On faisait des cours par correspondance parce qu'il y avait quand même une différence de niveau entre le niveau local là-bas et le niveau en France. Donc nous, on prenait des cours de français et de maths avec le CNED, à contrario de la Namibie où voilà, on avait vraiment tous les cours là-bas, quoi. Ouais. Et du coup, justement, en Namibie, ils parlent français, ils parlent anglais. Dans quelle langue on parle en Namibie? Alors en Namibie, on parle plutôt anglais globalement, Ok. mais après il y a l'Afrikaans parce que faut savoir que la Namibie c'est une ancienne colonie hollandaise et allemande et du coup l'Afrikaans c'est un peu un mélange de ces langues. Donc ça c'est vraiment la langue qui est parlée dans l'ensemble du pays qu'on retrouve aussi en Afrique du Sud. Mais voilà, dans la capitale, c'était quand même globalement anglophone. Et justement, Donc donc, avec mes amis, je parlais anglais. ouais, Voilà. c'était ma question. Avec tes amis, vous parliez anglais. Et à l'école, on vous apprenait pas. C'est l'Africaine, t'as dit? Ça s'appelle? L'Afrikaner en français, ouais, L'Afrikaner, ok. Afrikaans in English. Ouais, c'est ça. Bah, on nous apprenait un petit peu. Je dois avouer que j'étais pas forcément très très bon, mais ça se rapproche quand même de l'allemand et voilà, j'avais appris quelques bases effectivement quand j'étais là-bas, mais c'était vraiment l'anglais avec lequel je parlais dans la vie de tous les jours, quoi. Ok. Et justement, t'as mentionné que t'avais des sœurs. Elles sont plus âgées, elles sont plus jeunes que toi. Elles étaient à quel niveau, elles, de leur parcours scolaire? Alors, ma petite sœur a 2 ans de moins que moi, donc elle est de 94, moi je suis de 92, et ma grande sœur est de 89. Donc en Namibie, je suis arrivé à l'équivalent du grade 1, donc ce qui est l'équivalent du CP, Ouais. Ah, quoi. c'est rigolo, c'est les mêmes Et classes qu'aux États-Unis, en fait. ouais, exactement, c'est ça. Ça se suit en fait. C'est vraiment basé sur le système Ok. anglo-saxon, quoi. Donc voilà. Donc ma grande sœur, elle, c'était grade 3 et ma petite sœur, c'était l'équivalent de la maternelle moyenne section, quoi. Ok. Donc on a avancé comme ça dans les études et puis après notre retour en France, bah, en fait on est rentré au moment où ma grande sœur devait rentrer au lycée français. D'accord, ok. Et justement, donc la Voilà. vie en Namibie, est-ce que tu peux nous décrire un peu? Est-ce que vous aviez une maison? Est-ce que vous viviez dans un quartier plus d'expats? Comment ça se passe? Ah, c'était vraiment magnifique la vie là-bas. Faut savoir que bah forcément quand on arrive en tant que Français dans des pays tels que la Namibie ou autres pays en voie de développement avec un père qui est ingénieur, bah c'est vrai qu'on a des conditions qui sont quand même assez Ouais. exceptionnelles. Donc on avait vraiment une très très belle maison là-bas avec piscine. Ça coûtait pas forcément grand-chose étant donné que voilà mon père travaillait pour le ministère de l'Agriculture, il avait quand même des moyens et c'est une chance inouïe qu'on a eu. Euh, Concernant la vie, ouais, on était vraiment dans des conditions très favorables. Ouais. Et du coup, comment ça se passe? Enfin, je sais pas, tu vois, au niveau de la vie d'expat, comme tu dis, dans un pays en développement, est-ce que vous êtes en sécurité? Je connais pas trop un peu le contexte politique de la Namibie, tu vois, à ce moment-là. Comment ça se passe? Alors à cette époque-là, la Namibie, ça craignait pas trop. Alors c'est vrai qu'il y avait un peu des restes d'apartheid en Afrique du Sud, mais en Namibie, on le ressentait pas trop. Après, il faut savoir que bah, ça reste quand même des pays, tous les pays plus ou moins en voie de développement. Bah il y a des contrastes entre les riches et les pauvres, ce qui peut entraîner des risques forcément. On n'était pas dans un compound comme on peut trouver en général dans les pays Ouais. d'expat où ils se retrouvent, mais on était vraiment dans une maison un peu avec tout le monde. Alors c'est vrai dans un beau quartier, mais c'était pas un Ouais, compound. ok. Ouais, c'était pas un Et quartier puis vraiment après il y avait d'expat, quoi. C'était un beau quartier de Namibie, mais c'était pas. Enfin, il y avait aussi des locaux, par exemple. exactement, ouais. Ok. Exactement, ouais, ouais, tout à fait. On était dans Eliodor Street. Eliodor Street, c'est la rue où il y a l'hôpital à Windhoek où Angelina a accouché.
Donc voilà, pour une petite Ah, référence. ok. Bah, tu vois, je connais pas grand-chose de la Namibie, mais je savais que Angelina Jolie avait eu un enfant là-bas. Voilà, c'est ça. Bah, l'hôpital était au bout de notre rue là-bas. D'accord, ok. Et donc pour finir de répondre sur ta question, donc non, ça craignait pas. Enfin, ça craignait pas au niveau politique, on va dire. Après, autour de notre maison, on avait des barbelés, on a eu des tentatives de d'infraction, mais ça craignait pas plus que voilà. Il y a une image en général qui est faite sur l'Afrique où partout où ça va, ça craint, mais en fait là-bas, non, on était quand même relativement bien. Ah, c'est chouette. Et du coup, bah, Ouais, est-ce que vous aviez noué des relations avec des locaux, des amitiés, ouais, bien peut-être que tu sûr. as encore, ou même des gens d'autres pays qui étaient expats aussi? Exactement, ouais. Alors, il y avait plusieurs réseaux, on va dire. Donc déjà, moi, j'étais à l'école internationale. Donc, faut savoir qu'à l'école internationale, il y avait à peu près 30 à 40% de locaux. Après, c'était des Américains, des Allemands, des Français, des Russes. Il y avait d'autres nationalités. Mais effectivement, oui, oui, on a loué pas mal de relations avec des locaux. Moi, je me suis fait des très très bons amis namibiens avec qui, bah, après les cours, quand j'étais pas au CNED, bah, j'allais souvent dormir chez eux. Ouais. J'avais un très bon ami, Alexander Galloway, qui avait une très belle ferme avec des grands terrains et on allait notamment faire des tournois de rugby dans cette ferme. Ah, chouette. Voilà, je me suis fait. Ouais, non, c'était vraiment super. Et justement, J'ai été vraiment. Ouais. j'allais te demander qu'est-ce qu'on fait le week-end en Namibie. Alors moi, je connais pas la Namibie, j'y suis jamais allée, mais c'est vrai que j'imagine Ouais, un peu de la faune sauvage, euh, exactement, ouais, tout à comment c'est? fait. Est-ce que tu peux nous écrire un petit peu? Franchement, je pense qu'il y a même pas de mots pour décrire tellement c'est beau. Pour moi, j'ai des souvenirs de ce pays. Alors déjà, c'est très désertique. À 2 heures de la capitale, tu te retrouves rapidement dans le désert du Namib, Ouais. où bah tu peux rapidement aller camper. T'as des spots pour aller camper. Alors c'est pas du camping comme on a l'habitude où t'as 5 tentes sur 30 mètres carrés. C'est vraiment une tente et puis t'es tout seul pendant plusieurs kilomètres. Enfin c'est Waouh. des spots qui sont faits pour ça, mais t'as de la place. T'as vraiment de la place. Et donc, qu'est-ce qu'on fait le week-end quand on est en Namibie? Alors moi, je l'ai fait de 5 à 11 ans. Je pense que quand on le fait de 24 à 28 ans, on fait peut-être pas tout à fait les mêmes choses. Mais, mais moi, j'étais en famille. Qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on allait très souvent camper dans le désert, faire des randonnées. Il y a une rivière qui fait la frontière entre la Namibie et l'Afrique du Sud, qui s'appelle l'Orange River, donc au sud de la Ouais. Namibie, où il y a des trips qui sont organisés en kayak Ah, waouh. où tu pars pendant une semaine, 2 semaines avec toutes tes affaires de camping et tu dors comme ça avec tout un groupe où tu descends cette Orange River. Donc au début, tu es monté par un 4x4 qui amène toutes tes affaires, enfin qui amène les kayaks, tu descends le long de la rivière, puis tu retrouves toutes tes affaires une semaine ou une semaine et demie après. Donc ça, c'est des choses qu'on avait souvent l'habitude de faire, notamment à la période du Nouvel An. Ah oui, parce que du coup, les Après, saisons sont inversées, c'est ça, par rapport à la France? exactement. Ouais, ouais, les saisons sont inversées, ouais. Donc, euh, Ouais, donc c'est donc à la ça. période du Nouvel An, en fait, vous, c'était l'été. Ouais, bah c'était un peu toute l'année l'été en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Au niveau des températures, ça aussi entre combien et combien la Namibie? Alors de ce que je me souviens, je pense qu'au plus froid, mais vraiment pas longtemps, on devait être dans les 10 degrés. Vraiment pas longtemps. En fait, t'as une saison des pluies qui dure un mois et demi, 2 mois, et puis après c'est quasiment des températures où on est entre 25 et 30 degrés quoi, quasiment toute l'année. D'accord. Bon, ça va, ça monte pas trop chaud du coup Alors ouais, ça c'est dans les villes et ça peut dans le monter désert. plus dans le désert, ça monte bien évidemment plus, mais globalement non, c'était un climat qui était chaud mais pas trop, donc quand même très agréable à vivre. Et du coup, tu avais mentionné des rencontres assez insolites avec Ouais, des animaux les sauvages. animaux, ouais, Est-ce que tout à tu peux fait. nous raconter? J'en ai quelques-unes en tête. Il y en a une qui était assez drôle.
où on était parti dans une sorte de réserve. On nous avait dit à l'entrée de la réserve que fallait se méfier des autruches parce que elles attaquaient. Oh là Et là. du coup, Puis, ça fait quelle taille à peu près une autruche? Ça fait 2 mètres de haut, non? ouais, 2,50 m, je dirais C'est 3 énorme. mètres. Ça Oh paraissait là là. beaucoup plus gros quand j'avais 5 ans, mais Ouais, surtout, ouais. mais euh, mais ouais, du coup, on était parti avec ma famille, donc on avait un 4x4 Land Rover et on avait roulé sur 8-10 kilomètres et à un moment, on a décidé de s'arrêter pour manger. Donc on a déplié la nappe avec toutes Du les coup, vous aviez affaires. pas de guide, vraiment vous partiez, avec Non, le non, c'est ça. 4x4, Exactement, OK. ouais. À l'entrée de la réserve, ils nous disent de se méfier et puis après on roule quoi. Et du coup bah on a roulé sur 8-10 kilomètres et puis on a décidé en fait on avait faim, donc on a décidé de mettre la nappe, de sortir les affaires pour commencer à manger. Et puis les autruches avec leur odorat très développé ont dû sentir ça et on a eu un groupe d'une quinzaine d'autruches qui se sont précipités vers nous. Donc Mon Dieu. ça fait peur, hein. Faut savoir que les Ouais. autruches ça court quand même très très vite. Je crois que ça peut monter à 80 km/h, il me semble. Oh là là, Et ouais, donc on a aucune chance nous, du hein. coup, ouais, non, on n'a aucune chance. Et du coup, mon père a eu le réflexe de rapidement reprendre toutes les affaires sur un nappe, balancer ça dans le coffre, et on a juste eu le temps de refermer la portière. Et t'avais toutes les autruches qui étaient en train de becqueter sur les fenêtres Oh là et là. un peu un peu spécial, mais ça laisse des souvenirs Ah ouais, mémorables, on va c'est dire. des bonnes histoires de feu de camp, ça. Ouais, c'est ça, exactement. Donc c'était ouais, c'était une des histoires qui m'a vraiment le plus marqué. Ah ouais. Après, il y en a eu d'autres. Une fois, on était dans des bungalows, un peu au milieu Ouais. du désert, où il y avait une piscine au milieu. Et puis, on était en train de se baigner dans la piscine, et à un moment, on entend comme, je sais pas, des gros battements sur le sol. Donc, on rentre tous à l'intérieur, et il y avait un éléphant qui venait pour boire dans la piscine. Mais Du coup, non. ouais, du Et coup, ah oui, du coup, c'était une réserve naturelle et les animaux, pouvaient venir, c'est ça, bah, c'était pas trop, c'est ça. C'était des bungalows un peu au milieu du désert. Ah waouh! Et du coup, j'ai des photos de l'éléphant qui est en train de boire dans la piscine dans laquelle on se baignait juste avant. Moi, j'espère que Ça fait c'était pas aussi des une bons piscine souvenirs. au chlore. Au pire, ça nettoyait un peu la trompe. Oh là là! Ah ouais, puis dans ce cas-là, j'imagine qu'il faut rentrer, se mettre à l'abri, rapidement parce que bon, les éléphants, Ça peut charger, ouais. ouais, c'est un bel animal, Exact. mais ça peut charger, c'est Ouais. quand même assez dangereux, quoi. Ouais, non, non, oui, oui, on est vite rentré. Faut pas trop. C'est un peu faut faire attention, quoi. On nous met en garde. Faut quand même se renseigner quand on parle dans les déserts comme ça. Faut quand même se renseigner un peu sur les animaux. Il y a des choses qu'il faut savoir. On sait que par exemple, pour les rhinocéros, bah c'est un peu les pompiers du désert. Ils aiment bien. Ils ont tendance à éteindre le feu dès qu'ils le voient. Donc si tu vas dans une zone où on dit qu'il y a beaucoup de rhinocéros, bah vaut mieux peut-être pas faire de feu, sinon tu peux te faire charger Ah par un ouais! rhinocéros. Ouais. Ah, Donc il y a c'est des choses intéressant, comme je ça savais à pas ça. savoir. Les éléphants, par exemple, ils ont tout le temps l'habitude de faire le même trajet. Donc t'as des personnes qui se sont retrouvées écrasées par des éléphants parce qu'ils ont installé leur tente sur le trajet des éléphants. Ah ouais, et puis l'éléphant, il fait il continue, il écrase Ils tout. continuent quoi. Ouais, c'est ça. Oh là là! Ah ouais, dis Donc donc. c'est assez drôle. Et du coup, Ouais. ça, c'est quelque chose où vous aviez été sensibilisé avant de partir? Ton père avait eu une formation, par exemple, par rapport au travail? C'était plutôt du renseignement personnel, quoi. Et Ouais. puis après, à chaque fois qu'on va dans une réserve, ils nous informent des choses à faire attention, quoi. Donc c'était ça. OK. Et il y avait des endroits, enfin, la Namibie, c'était vraiment magnifique. T'as un parc dans le nord de la Namibie qui s'appelle Etosha Park, où en fait, donc t'as pas mal de bungalows aussi, et puis t'as une sorte de lac. Et t'as toute la journée, t'as des animaux qui défilent pour venir boire dans cet étang. Oh Donc t'as là tous les animaux, là. t'as les zèbres, après t'as les lions, les éléphants, les antilopes, tout, ils défilent les uns après les autres comme ça, les girafes, les oryx, les koulous. Enfin Ouais. c'est des souvenirs que vraiment la Namibie, je conseille à toute Et personne tu d'aller le pu y voir parce que retourner à l'âge adulte ou pas?
Malheureusement Pas non, encore. parce que pas encore, non, pas encore, bien sûr, c'est dans les Ouais. projets. On voit que c'est un pays qui t'a vraiment marqué en tout cas. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est un pays, je pense, qui marque et d'autant plus j'ai vécu une grande partie de mon Ouais. enfance et euh, et puis des photos que je garde en tête. Ouais, t'avais les dunes qui jetaient dans Oh la là mer, là. Ouais, ça fait rêver, c'était hein. J'ai pas les images, mais ouais, c'était j'irai voir après l'enregistrement. non, c'était vraiment magnifique. Ouais, je te les enverrai. Mais oui, on a fait des trucs, on a fait un trek dans le désert pendant 10 jours. T'as le Skeleton Coast, ce qu'on appelle, donc sur l'ouest, où tu peux faire un trek avec des guides cette fois pendant plusieurs jours. Et en fait, ça s'appelle Skeleton Coast parce que t'as des bateaux qui ont Oh échoué là là-bas, là. parce que Ah ouais, c'est tout des épaves. ouais, et il y a des épaves de bateaux exactement, et puis et donc tu marches un peu au milieu de ça pendant 10 jours, à essayer d'aller de plan d'eau en plan Ah d'eau. waouh. Donc là, on dormait à la Belle Étoile. Un soir, il y a des hyènes qui sont venus sur Ah le mon camp. Dieu. Heureusement, il y avait les guides qui étaient armés. Enfin, Et c'était justement, voilà. on a parlé des grosses bébêtes, mais il y a des petites bébêtes aussi, des scorpions, des choses comme ça. Ouais. Ça, faut vraiment se méfier parce que les scorpions, bah, tu les vois pas forcément, mais un scorpion, t'en as qui sont Ouais. mortels. Donc, faut vraiment faire attention. Les serpents aussi, on a eu plusieurs histoires avec les Ah serpents. ouais. Là, quand je raconte ça comme ça fait, ça fait un peu le pays où faut pas aller. Il y a du bête partout, mais non, ça c'est vraiment, c'est en 6-7 ans là, enfin ouais, 6-7 ans là-bas où il y a toutes ces histoires, Ouais. mais en soi, si on fait attention, on confronte pas trop. Mais c'est comme les gens qui vivent en Australie, quand on leur dit oh, je sais pas comment tu fais, il y a tellement de bêtes mortelles là-bas, et ils disent mais non, tu les rencontres rarement. Exactement, c'est ça. C'est vrai qu'il y a des bêtes, c'est sûr. Maintenant, si on fait attention, en temps normal, moi, j'étais de 5 ans à 11 ans, j'étais tout petit et puis j'ai Ouais. survécu, donc je pense qu'il y a beaucoup de monde Et du coup, qui justement, aura pas donc trop de à problèmes, 11 quoi. ans, vous rentrez en France, c'est ça? Exactement, ouais. Comment ça se passe? En fait, ton père avait terminé son contrat d'expat? Mon père avait terminé son contrat d'expatriation et du coup c'était le moment opportun pour rentrer. À ce moment-là, ma famille se pose beaucoup de questions, notamment mon père. Est-ce qu'on retourne dans un pays? On pensait au Canada, à l'Australie, aux États-Unis. Mon père n'avait pas Ouais. forcément envie de rentrer en France à ce moment-là, parce qu'il faut savoir que c'est sûr que les opportunités qu'on peut avoir en tant que ingénieur ou autre à l'international dans les pays en voie de développement, quand on rentre en France, c'est quand même plus tout à fait les mêmes problématiques en termes de poste. Donc Ouais. c'est ça qui mon père, ça l'a aussi travaillé. Ma mère qui nous faisait le CNED à tous les trois, c'était quand même assez lourd pour elle. Donc et Ouais. puis il y avait ses parents, donc mes grands-parents qui commençaient à avoir un peu des problèmes de santé, puisque c'est ça l'expatriation aussi, c'est que le temps il passe et puis nos proches, nos Bah grands-parents, nos ouais. parents, ils peuvent prendre de l'âge et puis au bout d'un moment la vie est pas éternelle quoi. Donc c'était une des raisons aussi pour lesquelles ma mère a vraiment insisté pour rentrer. D'accord. Et donc du coup, vous rentrez à Paris. Comment ça se passe pour toi? Parce qu'au final, t'es né là-bas, mais c'est à peu près tout ce que tu Ouais, connais de c'est la ça. France, non? Au fait, on rentrait tous les étés. On rentrait tous les étés Ok. pendant un mois et demi environ pour aller voir la famille et les différents amis, mais c'était vraiment tout ce que j'avais comme attache avec la France. Et puis là, c'est un vrai retour en France, donc c'est quand même. Faut savoir j'étais dans une école internationale, vraiment avec plein de différentes cultures. Et puis là, j'arrive à Antony, à Sainte-Marie, dans le 92. Ça fait quand même un grand changement. Donc Ouais. ça m'a quand même mis, je dirais, 1 à 2 ans à vraiment m'adapter à la différence aussi de mentalité, parce que Ouais, puis même différences culturelles aussi. J'imagine que e- l'école, entre l'école internationale et l'école française, c'est pas les mêmes, pas les tout à mêmes fait, rapports hiérarchiques. tout à fait. C'est des petits exemples que j'ai comme ça en tête. Par exemple en anglais, parce que moi je parlais en anglais à l'école en Namibie, c'est qu'on n'utilise que le you. Ah oui. Quand j'arrive en France en sixième, je lève la main. Excuse-moi, madame, je comprends pas ce que tu as marqué au tableau. Et là, toute la classe commence à rigoler. Mais moi, je comprends pas pourquoi. Mais parce qu'en fait, bien sûr, tu vous vois les professeurs, quoi.
Ah Et ouais. c'est des réflexes que j'avais pas du tout. Et puis plein de choses comme ça que j'ai mis un peu du temps à comprendre. C'est même pas une réadaptation en fait, c'est une adaptation parce que Ouais, bah ouais. j'avais ma famille française, mais j'avais pas l'habitude enfin, d'être à l'école dans un contexte français ou autre quoi. Ouais, Donc c'est c'était ça. En vraiment une France, adaptation. les seuls codes que t'avais, c'était ton cadre familial, quoi. Exactement, ouais. Donc exactement. Donc bah j'ai avancé comme ça progressivement. J'ai rencontré des super personnes en France Ouais. qui m'ont permis de grandir et de comprendre un peu plus aussi mes propres origines, on va dire. Ouais, bah ouais. Ouais, non, mais c'est vrai, au final. Et puis voilà, et j'ai rapidement su en étant en région parisienne, en faisant mes études. Donc j'ai fait voilà, en fait j'ai fait le collège, le lycée en région parisienne, et après Ouais. j'ai commencé à faire mes études. Je suis parti faire l'IUT à Bourges, ensuite mon école d'ingénieur à Saint-Étienne, et après un master spécialisé à Lyon, puis Déjà, même en France, t'as bien bougé, au final. ouais, c'est ça. En fait, j'ai eu la bougeotte. En fait, ça m'a donné cette enfance que j'ai eue m'a donné envie de bouger, et j'ai toujours su en fait quand je suis rentré en France, enfin j'ai très rapidement su que j'avais envie de refaire ma vie à l'international Ouais. parce que j'aime cet esprit de toujours être dans la découverte d'autres cultures, et c'est dans ce sens-là que j'ai choisi mes études aussi. Ouais. Donc voilà. Et du coup, justement, tu veux nous parler un petit peu de ta première expatriation bah, solo en tant qu'adulte, quoi. C'est ça. Donc, Bah oui, tout à fait. Du coup, en France, j'ai passé mon diplôme d'ingénieur génie civil, et mhm. en fin d'école d'ingénieur, je regardais pour partir à l'international, et j'ai approché notamment Vinci Construction Grand Projet, puisque je faisais ma formation en partenariat avec Vinci pour partir à l'international. Et il s'avère que j'ai trouvé une opportunité au Qatar, Ok. donc sur le projet du métro de Doha, donc sur le projet qui s'appelait Red Line South. Donc on faisait la ligne rouge sud Mhm. de Doha. Et donc je suis parti, j'ai eu la chance de partir sur cette on va dire début d'expatriation, Ouais. et c'était juste phénoménal comme projet Du coup, t'es parce que resté combien de temps à Doha? alors je suis resté 6 mois. 6 mois? Le temps de mon stage. On m'avait proposé d'enchaîner en VIE derrière, mais j'avais fait une demande d'inscription. Enfin, j'étais admis au sein du master spécialisé à l'EM Lyon et Centrale, donc j'avais envie de retourner en France pour faire ce master spécialisé. Mais sinon, avec du recul, j'aurais peut-être prolongé d'un an mon expatriation au Qatar, puis je serais rentré après pour faire le master spécialisé. Ouais. Alors, t'as adoré le Qatar, du coup? Bah j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai beaucoup aimé déjà, c'était le poste, parce que j'étais en tant que stagiaire de fin d'études. C'est ça que je disais tout à l'heure, quand on part dans les pays en expatriation en tant que jeune ingénieur, on a des responsabilités assez folles. Ouais, que t'aurais J'étais pas eu donc en France, du coup. non, c'est sûr que j'aurais pas eu en France. Moi, j'étais responsable du département remblaiement excavation, donc en gros département terrassement aux abords du projet. Donc, faut savoir qu'il y avait 7 stations pardon en construction sur le projet. Et puis, en gros, j'avais un gros sous-traitant à gérer je gérais tout l'aspect remblaiement excavation aux abords de ces stations, quoi. Donc c'était vraiment Ouais, une super expérience pro. une super expérience pro, parce que bah déjà le Qatar, c'est un tout petit pays, hein, ça fait 11 000 km². C'est la France divisée par 60 à peu près. Ah ouais. Euh, c'est un tout petit pays. On a fait du nord au sud, on le fait en 1 heure, et de l'est à l'ouest pareil. Ah oui, ok. Le projet du métro, c'était vraiment le projet du pays, quoi. Donc c'est ça qui était avec le projet Loussa, il y a le tram aussi. Et c'est ça qui était, on construisait un métro plus ou moins ok dans Doha, mais certains endroits c'était un peu genre au milieu du désert, quoi. Ah Et ouais. c'est ça qui était fou. C'est ça qui était fou dans ce projet-là. Et Moi, j'étais avec mon justement, 4x4, j'allais de station en station, c'était fou. ouais. Et justement, culturellement, t'as pu travailler avec des locaux parce que après,
après le Burkina Faso, la Namibie, la France. Là, on est encore sur une culture totalement différente au Qatar. Ouais, tout à fait. Bah effectivement, c'était mon sous-traitant principal, c'était un Pakistanais. Ouais. Dans nos équipes, il y avait des Indiens, des Népalais, Oman, voilà, des cultures vraiment très très différentes. C'était aussi très très enrichissant pour ça, pour le coup. Faut savoir qu'ils vivent dans des conditions qui sont vraiment très très différentes des nôtres. Ces Indiens, ces Népalais qui travaillent sur nos projets, eux, ils sont logés dans des cabanons, plus ou moins au milieu du désert, où on leur fait une sorte de compound avec des terrains de basket, des terrains de foot. Ouais. Mais leur vie, c'est pendant un an, ils logent sur ces compounds. Et sur ces un an-là, ils rentrent pendant un mois et demi voir leur famille. Toute Ah l'année, ils ouais. leur envoient de l'argent. Et sinon, ils rentrent la boîte Vinci, leur payer un aller-retour euh, une fois par an pour aller voir leur famille. Donc c'est des conditions qui sont très très différentes c'est pas les mêmes standards, quoi. C'est Ouais. vraiment pas les mêmes standards. Et pour ça, c'était enrichissant de voir les, les différences culturelles d'une part, mais les différences de façon de vivre aussi. Ouais. C'est vraiment Et impressionnant. Ouais. justement, tu as pu échanger avec eux. Ils le vivaient comment, de pouvoir rentrer si peu, de vivre sur le compound Alors, effectivement, j'ai pu échanger avec eux parce que dans mon équipe, j'avais une trentaine de personnes à gérer de ces pays-là. Et eux, pour le coup, parce que c'était Vinci, Vinci a quand même des standards de sécurité, de Ouais. protection des employés qui sont assez poussés par rapport à d'autres entreprises locales. Ouais. Le vivaient plutôt bien en final. Ils le Ils vivaient étaient plutôt bien, contents mais de par bosser pour rapport une grosse boîte aussi. exactement, ouais, tout à fait. Parce que c'est des standards qui sont plus élevés déjà que eux, ce qu'ils peuvent peut-être avoir l'habitude. Ouais. Donc c'est ça qui est. Faut savoir que le Qatar, c'est un pays quand même qui est assez particulier parce que déjà, faut une permission de sortir du pays. On va Ouais, sortir du c'est ça. pays. J'avais entendu ça, qu'il fallait une permission ouais, pour partir. Exactement. Et du C'est assez coup, original, ça. c'est assez original. Donc ça, c'est les employeurs qui sont censés donner ces permissions de sortie. Ouais. Et nous, Vinci, il y avait aucun problème. Mais il s'avère que si tu travailles pour un Qatari qui veut pas te laisser forcément sortir du pays, tu peux te retrouver bloqué dans le pays. Et à ce Et moment-là, ça, genre, c'est tu peux être bloqué et être forcé de continuer à travailler pour l'employeur? Comment ça se passe? C'est ça, bah tu te retrouves bloqué en tout cas. Après, tu restes dans le pays. Après, tu fais ce que tu veux avec ton employeur, mais si ton employeur ne veut pas te laisser sortir, tu es bloqué dans le pays. Oh là là. Ouais, en effet. Ouais, c'est assez spécial. Après, le Qatar a vraiment des très beaux côtés aussi. Là, on parle juste de ça, mais Mhm. c'est le Qatar. Alors, c'est un petit pays. On a vite fait le tour. Moi, du retour d'expérience que j'ai eu pour avoir côtoyé pas mal de Français qui étaient là-bas, c'est qu'en général les personnes font 2, 3 ans là-bas et puis après changent de pays en moyenne, de ce que j'ai pu Ouais. remarquer en tout cas, parce que bah t'as vite fait le tour. Il faut savoir que c'est un pays où tu peux gagner vraiment beaucoup d'argent. En tout cas au moment où j'y étais. Maintenant avec les conditions du pays ont un peu changé puisqu'il y a un embargo. Je sais pas si t'as pu suivre ça. Non. Euh, Non, non, j'ai pas vu. mais voilà, le Qatar a été un peu exclu des pays du Golfe suite à des décisions politiques. D'accord. Donc ça a été un peu plus compliqué. Donc ça c'était en mai 2017. Ça a été un peu plus compliqué à ce moment-là parce que le Qatar qui a une seule frontière terrestre avec l'Arabie Saoudite s'est retrouvé un peu exclu Ah bah oui. de ces pays-là et du coup en termes de d'approvisionnement ça a été un peu plus compliqué et voilà. Donc c'est une période où il y a pas mal de personnes qui sont au final parties du Qatar dû à tout ça. Qui ont eu le droit de partir. Qui ont eu le droit de partir, ouais, c'est ça. Qui ont eu le droit de Et du partir. coup, on en parlait un petit peu avant. Tu avais parlé d'une histoire au poste de police. Tu peux nous le raconter un peu? Ouais, c'est un peu. Ok. Alors, faut savoir que techniquement, quand quand t'es au Qatar, tu n'as pas le droit de loger en tant qu'homme avec une femme si tu n'es pas marié à celle-là. D'accord. Moi, il y a un jour où ma copine était venue me voir de France
Et on s'est retrouvé à dormir. J'avais fait en plus exprès de demander à un ami, d'ailleurs cet ami Hugo Voisin qui m'a permis de venir au Qatar. Je le remercie énormément pour ça. Il nous avait gentiment prêté sa maison pour qu'on puisse dormir sans trop de problèmes. Ok. Donc on était en train de rentrer du désert et il s'est avéré que je me suis garé sur la mauvaise place, donc sur la place d'un Qatari, au lieu de me garer sur la place juste à côté, qui était la place que Hugo m'avait gentiment dit, tu devras te garer là et fais attention à pas te garer à côté. D'accord. Donc Ah oui, voilà, j'ai fait une petite donc bourde. c'était genre dans une résidence, il y a des places attribuées par maison, c'est ça? Ouais, c'était pas vraiment une résidence, c'était un quartier, mais il y avait cette maison où il y avait des expats et puis dans le reste du quartier, c'était que des Qataris. D'accord. Et du coup, faut bien faire gaffe, il y a des places par maison ou c'est des places Qatari versus expat? Ouais, c'était des places par maison en fait. Et ouais, je me suis mis juste sur celle d'à côté et voilà, j'ai fait une petite bourde qui m'a entraîné au poste de police derrière. Ah ouais, donc carrément. voilà ce qui s'est passé. Donc moi j'étais sur le point d'aller me coucher avec mon ex copine. Là j'entends sonner. Donc je sors. Bon, j'ai pas forcément vraiment réfléchi, je suis sorti en caleçon. Ça c'est du grand Julien. Donc le Qatari, j'ai vu qu'il a commencé à s'énerver. What you doing? You're not supposed to be dressed like this. I'm sure you're not even married to the girl, parce qu'il avait dû donc voir il était choqué, que j'étais. Du coup par ta tenue et il avait vu que ta copine était avec toi, c'est ça? Exactement, c'est ça. Du coup, j'ai essayé de calmer un peu les choses, mais ça a été disons impossible. qu'en caleçon, c'est un peu compliqué d'être crédible après. Ouais. En termes de crédibilité, c'est pas le top, c'est sûr. Et du coup, je suis rentré dans la maison où on était pour aller m'habiller, pour essayer d'aller calmer les choses. Et une fois que je ressors habillé, je me retrouve au milieu d'une quinzaine de Qataris que je comprends pas du tout ce qui m'arrive. J'essaie vraiment de calmer les choses et puis le ton monte de leur côté, hein, pas du mien. Moi, j'essaie vraiment de calmer les choses et je leur dis OK, I'm not married, I'm gonna get married, parce qu'ils peuvent demander des preuves de mariage. Ouais. C'était bref, et puis impossible de calmer les choses. Ma copine de l'époque, qui voit que les choses montent, elle attend un peu gueuler, décide de intelligemment appeler Hugo Voisin, qui nous avait laissé sa maison, qui est venu en renfort, mais rien à faire. Les Qataris ont fini par appeler la police, alors que je ne comprenais absolument rien à ce qui se passait. Moi, à l'époque, ça faisait 1 mois et demi que j'étais là-bas. Ouais. Et puis bref. Et du coup, tu savais pas à l'époque que voilà, tu pouvais pas rester dans un logement avec ta copine ou? Je le savais plus ou moins, c'est pour ça qu'on était parti chez Hugo. Tu savais pas que c'était aussi strict que ça. C'est ça. Ma copine avait décidé de venir me voir pour 5 jours. De lui dire s'il te plaît, prends un hôtel. Ouais, voilà, c'était déjà assez cher le billet d'avion. Donc voilà, donc c'est ça qui s'est passé. Et puis on s'est retrouvé au poste avec Hugo, pas trop comprendre pourquoi. Un policier égyptien qui me demande 5 fois comment je m'appelle, il l'écrit en diagonale sur un papier, et puis au bout de 10 minutes, ils font vous pouvez y aller. D'accord. Voilà. Donc cette histoire, c'est tout. Mais c'était quand même pourquoi je suis arrivé là, je comprenais pas. Et lui, il a pas eu des soucis, justement, ton ami, avec ses voisins après? Non, mais apparemment ça faisait un petit moment qu'il était un peu surveillé parce qu'ils avaient l'habitude de faire un peu la fête et puis c'était pas trop dans la mentalité locale. Donc voilà. Bon, heureusement tout est bien qui finit bien. Exactement. Ouais. Bon, et la suite du séjour au Qatar, pas de problème, pas d'ennui avec la police? Non, c'était le seul incident. Qui s'est produit, heureusement. Donc ensuite, suite à ton stage au Qatar, tu repars en France, tu termines tes études, et puis tu repars une fois de plus. Exactement, c'est ça. Donc je suis rentré en France, j'ai fait mon master spécialisé qui était tournée internationale, parce que moi, en fait, c'était un peu un test, le Qatar, pour voir si je voulais vraiment repartir à l'international ou pas. Et puis pour moi, ça a vraiment validé le test, dans le sens où je savais que c'était ça que je voulais faire. J'ai pas besoin de mes parents, j'arrive à m'expatrier tout seul. C'est la vie que je veux, quoi. C'est ça.
Et du coup, j'ai fait mon master spé là, donc stratégie et développement d'affaires internationales, de Ouais. tournée internationale, parce que je voulais faire ma vie à l'international. Et quand je suis sur le point de terminer ce master spécialisé, j'ai mon tuteur du stage du Qatar, donc Michael Urien, qui me propose de le rejoindre sur un projet d'adduction en eau potable au Vietnam, donc à Ho Chi Minh City. Génial. Ouais, donc très très belle opportunité. Donc je décide finalement de partir sur ce projet et donc là de nouveau une culture complètement différente Bah euh, ouais, dis donc. du Qatar. Ouais, Du coup, c'était là, tu pars sur une durée limitée encore? Combien de temps t'es alors parti? techniquement le projet devait durer 3 ans et demi. Ouais. Donc Après, contrat d'expat. ouais, alors ouais, c'est ça. Alors c'était démarré en contrat à stage parce que je pouvais refaire un stage, c'était plus facile pour Vinci. Ok. Et puis enchaînement normalement VIE et puis emploi local ou contrat d'expat, ouais. Donc ouais, donc j'étais censé partir pendant 3 ans et demi sur ce projet, mais il s'avère qu'on n'a pas réussi à avoir les approbations de la part de l'État pour démarrer le projet. Donc on D'accord. était en conception construction, c'est-à-dire qu'on devait faire toute la conception du projet, la faire valider par le ministère des Transports, le ministère de la Construction, euh, et pour après pouvoir démarrer la construction. Mais ces approbations ont pris beaucoup de temps. Et j'ai pris des nouvelles dernièrement, la semaine dernière pour être précis, et le projet n'a toujours pas démarré. À savoir que ça, Oh c'était là là. en juillet 2018 où je suis parti au Vietnam. D'accord. Quand on a Ah gagné la oui. Coupe du Monde d'ailleurs, j'ai regardé la finale de la Coupe du Monde au Vietnam. Alors c'était pas Giroud, c'était Giroud. C'était assez drôle. C'était assez Et drôle. du coup, donc au final, t'es resté combien de temps au Vietnam? Je suis resté 6 mois. 6 mois. Alors, Ouais. 6 mois au Vietnam, c'est encore un petit pays, le Vietnam, non? Pas comparé avec le Qatar, c'est quand même. Alors, il faut Ouais, savoir, quand même plus ouais, grand. ouais, plus grand. Le Vietnam, il est vraiment en S sur la côte est du coup Ouais. de l'Asie, frontière avec le Cambodge, le Laos. Il s'étale vraiment en long Ok. sur toute la côte, quoi. Donc non, c'est quand même c'est plus grand que le Qatar. Après, en termes de là, j'ai pas les dimensions là du pays là, mais ouais, c'est quand même plus grand que le Qatar. Je dirais plus grand que la France aussi, à vérifier. Ah oui, quand même. Ouais, ça paraît tout Mm. petit à côté de la Chine qui est si Ah immense oui, en fait. là oui, ouais. C'est sûr par rapport à la Chine, ouais, c'est bien plus petit, Et mais c'est du quand coup, même un pays qui est très étalé, ouais. ouais, et puis du coup, encore une nouvelle culture et puis encore un nouveau climat. C'est plus sur un climat Exactement, tropical, le Vietnam, non? tout à fait. Donc quand tu regardes la météo de l'iPhone, ils sont pas trop cassés la tête en fait. Ils disent pluie tous les jours pendant la saison des pluies, mais en D'accord. fait, il pleut peut-être 1 heure par jour. Alors quand il pleut bien, c'est une bonne douche. Mais dans la saison des pluies, il pleut pas comme la météo de l'iPhone l'indique H24, mais il pleut 1 heure par jour, grand max quoi. Et alors, Pour la le saison climat, des pendant la pluies, saison des pluies. c'est quand? C'est au moment où on est arrivé, donc c'est un peu après. Voilà, c'est juillet, septembre, il me semble. Ah oui, parce que je suis en train de regarder justement et en effet, c'est marqué orage tous les jours. Ouais, c'est ça. C'est ça, il marque pluie tous les jours, mais non, c'est pas le cas en Mais fait. nous, c'est un peu C'est pareil 1 heure de actuellement pluie à par jour. Houston. Tu vois. Ah oui? Il marque pluie Ouais. tous les jours aussi? Ouais, bah en Ah ouais? fait, c'est Et c'est un le cas? climat qui est un peu, je crois que c'est tropical mais tempéré. Donc en fait, on a quand même 4 saisons, mais il y a quand même une saison qui est la saison des ouragans. Où là, Mhm. du coup, on a énormément de pluie et du coup, bah là, tu vois, il pleut pareil un peu tous les jours. Parfois, il pleut toute la journée, Mhm. mais c'est vrai que voilà, ils se cassent pas la tête non plus. Ils nous mettent pluie tous les jours. Voilà, c'est ça. D'accord, donc t'as été au Vietnam pendant la saison des pluies. Ça doit être C'est quelque ça. chose. Ouais, c'était des bonnes petites douches. Ouais. Puis ça monte, Ouais. ça crée des inondations dans les rues. Ouais, exactement, ouais. Nous, on logeait à Tao Dien. Donc, Tao Dien, c'est un endroit dans le district 2 de Ho Chi Minh City où il y a beaucoup d'expats.
et c'est une sorte de presqu'île un petit peu, et là-bas il y avait quand même pas mal d'inondations. Quand il pleuvait, ça montait assez vite. Et puis d'ailleurs, le Vietnam, c'était pas un de ces pays justement qui ont souvent, comme la Thaïlande, des coupures d'électricité dues à la chaleur, tout ça? Nous, on n'en avait pas. Non? Après, dans les villages un peu plus reculés, oui, effectivement, ouais. Et du Nous, coup, on donc, était, enfin, dans le quartier d'expat, non, mais ouais. Ah oui, donc cette fois, t'étais en quartier d'expat, c'est ça? ouais, exactement, ouais. Et du coup, t'étais logé proche de tes collègues. Ouais, exactement. C'était Royal. On était toute l'équipe d'expat. On était, en fait, il y avait 5 grands bâtiments avec chacun leur piscine, leur gym, salle de Oh là muscu, là, trop bien. terrain de tennis, etc. Et non, on avait trouvé un super appart. On logeait au 41e étage avec une très belle vue sur Ho Chi Minh City. C'était vraiment parfait. Tout ça pris en charge par Vinci. Donc Ah, c'était trop vraiment top. bien. Et du coup, en 6 mois, Ouais. t'as quand même pu un petit peu voyager, découvrir le Vietnam ou pas trop? Oh, ouais, tout à fait. Bah, j'étais avec mon ex-copine et du coup, on a essayé de s'organiser au moins un week-end par mois. On a découvert Phu Quoc notamment. C'était notre premier week-end qui est une île au sud du Cambodge, mais qui appartient au Vietnam. Vraiment magnifique. C'est une île où on fait le tour de l'île en scooter en une journée, Ah avec oui, beaucoup de énormément de scooters. beaux Enfin, spots à. j'imagine beaucoup Ouais, les ouais, ça gens c'est se déplacer en scooter quand je pense au Vietnam, ouais. exactement. Bah c'est ça. Par rapport à d'autres pays voisins où t'as plus de tuk-tuk, comme le Cambodge par exemple, le Vietnam c'est la première chose qui marque vraiment quand tu descends de l'aéroport, c'est le nombre de scooters. Ah ouais. Parce qu'en fait ouais, les taxes sur les voitures sont assez élevées par rapport aux scooters, donc tout le monde se déplace vraiment en scooter. Et tu trouves de tout et n'importe quoi, quoi. Tu vois des sorties famille où ils sont 6 sur le scooter avec le chien, sans casque. Tu vois Ça des doit pas être scooters pratique où ils se pendant promènent. la saison des pluies, le scooter quand même. Ouais, bah pourtant ça les gêne pas, hein. Ça les gêne vraiment pas. Ouais. C'est mais non, tu trouves de tout. T'en as qui se baladent avec leur frigo sur le scooter. Enfin, Ah ouais. c'est assez drôle. Ouais, ouais, non, non, Ils sont costauds bah les c'est vraiment scooters leur moyen de là-bas. transport, quoi. Ouais, ouais, bah faut croire. Teste les limites de Donc la machine, hein. Au niveau du travail, là pareil, t'as pu travailler avec des locaux ou bah en fait nous on était sur la partie conception parce qu'on n'avait pas pu vraiment démarrer le chantier, mais on était en joint venture bon avec une autre entreprise française qui s'appelle Bessac, mais on avait pas mal de locaux. Comment ça se passe? Bah faut savoir que les Vietnamiens parlent pas forcément toujours très bien anglais. ouais. Donc déjà, il fallait trouver des Vietnamiens qui parlaient anglais parce que sinon c'est compliqué. Et puis oui, c'est que bénéfique de travailler avec des locaux parce que c'est eux qui ont les contacts, c'est eux qui connaissent la langue Ouais. locale. Quand tu vas dans des pays comme ça tellement différents, pareil au Qatar, on était en joint venture avec Qatari Jar qui a donné QDVC, Qatari Jar Vinci Construction. Ouais. Euh, Quand on est dans des pays comme ça qui sont vraiment très différents, on a tout intérêt à faire des joint ventures avec des entreprises locales Et parce que justement, sinon tout seul c'est compliqué, ouais, quoi. tu disais au Qatar qu'ils étaient assez contents de bosser pour Vinci. Est-ce que c'était pareil au Vietnam? Est-ce qu'il y a un peu le prestige? Ils savent que Mm, c'est une bonne entreprise qui paye bien. tout à fait. Ouais, ouais. Vinci c'est vraiment réputé dans le monde. On avait par exemple la personne qui était responsable de la partie design. Elle avait travaillé sur le projet du métro à Hong Kong chez Vinci. Non, non, c'est Ah, vraiment chouette. Vinci. Ils ont bien conscience quand ils travaillent chez Vinci que c'est une grosse entreprise, quoi. Et donc du Voilà. coup ensuite ton stage se termine. Qu'est-ce que tu te dis? Ouais, C'est quoi le next step? alors mon stage se termine. C'est ça. C'est que là, c'est quand même. Bah, j'étais parti pour une expatriation de 3 ans et demi. J'avais entraîné Bah avec moi ouais. ma copine de l'époque. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, au début, j'avais vraiment envie de partir en Australie. T'as dû être un peu déçu, t'as découvert sur place en plus que tu resterais moins longtemps que prévu. Exactement, ouais, ouais, j'ai découvert sur place. On était en train de commencer à s'installer et puis notre directeur financier est venu me voir et m'a dit Julien, t'installes pas trop, Ouais. ça risque d'être un peu plus court que prévu, quoi. Et du coup,
bah du coup, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'avais ce master spécialisé en tête, un peu plus tourné business que vraiment chantier Ouais. terrain. Et j'avais envie d'aller un peu plus dans ce sens-là aussi. Donc euh, on est rentré en France et puis j'ai cherché une opportunité dans ce sens-là. Et là, tu t'es dit, je repars à l'étranger. Bah, ça a été des gros sujets de conversation avec madame à l'époque. Mais voilà, on était tous les deux attirés par Montréal au Canada. Et puis il s'avère que en postulant, j'ai fini par trouver une opportunité sur Montréal et voilà. Et du coup, depuis, t'es à Montréal. Donc, comment ça se passe la vie au Canada? Et Encore un climat différent, encore une culture différente. ouais, c'est ça, la culture Amérique du Nord. Et Montréal, c'est vraiment, moi, j'aime beaucoup Montréal. Je trouve que moi, la première chose qui m'a marqué ici, c'est l'ouverture des personnes, la gentillesse des personnes, en Ouais. fait. Parce que c'est des trucs tout bêtes, mais quand la caissière, tu vas acheter ton lait et que tu passes à la caisse, elle fait «Salut, tu vas bien?» Mhm. Eh ben, c'est quelque chose, la première fois, ça Ouais. choque parce qu'on n'a pas l'habitude. Et au final, ça change tellement la vie parce que ça enlève toutes les barrières et directement on peut parler en toute simplicité avec les personnes sans avoir peur de jugement ou quoi et ça rend la vie vraiment très très Ouais, c'est agréable. vrai que c'est un truc que j'aime beaucoup aussi aux États-Unis, c'est ça. Les gens tapent la discute, ils t'arrêtent dans la rue pour te dire qu'ils aiment bien tes chaussures, des choses comme ça. Et c'est Mhm, vrai que c'est agréable. Comme tu dis, exactement. c'est très simple. Et au début, on se dit mais pourquoi il me parle? Alors qu'en fait, c'est juste de Exactement, ouais, la c'est exactement gentillesse ça. toute simple, quoi. Ah, je ressens exactement la même chose. J'imagine que ça doit être ouais, pareil chez vous au Et du coup, Texas. là, ça fait combien de temps Ou aux que États-Unis, peut-être en Ouais, général. ouais, moi aux États-Unis en général, pour avoir un peu vécu aux quatre coins, Mhm, c'est vrai que ça a un peu bougé, ouais. c'est bien la culture, je pense nord-américaine et qui découle de la culture britannique, quoi. Mhm. Donc du coup, ça fait combien de temps que t'es au Canada là? Donc là, ça fait 1 an et demi à peu près que je suis au Canada. Et 1 an et demi. Alors tu vas devenir canadien? il s'avère que donc je suis arrivé avec Business France au début. Je pense que tu connais bien Business France. Je connais bien un petit peu, ouais. Ouais, voilà. Donc pendant 1 an, j'ai eu la chance en VIA d'accompagner des entreprises françaises à s'implanter en Amérique du Nord. Et puis il y en a une pour laquelle j'ai travaillé qui m'a fait une proposition. Et donc je suis en train de me lancer avec elle au Canada. Donc il y a moyen que effectivement je reste au Canada pour un petit moment. Ça y est, Julien, tu te poses un peu, Ouais, un peu plus de 6 mois déjà. c'est ça. Non, ouais, effectivement, là, je me pose un petit peu et puis honnêtement, ça fait du bien parce que à chaque fois, changer de pays, c'est vraiment bien, je trouve, parce que on découvre plein de choses. À chaque fois, on en prend plein la vue quand on va dans des cultures comme ça différentes. Mais Ouais. c'est aussi à chaque fois, c'est se recréer un réseau, c'est s'adapter à la culture, c'est à chaque fois il y a des choses à mettre en place par rapport au compte bancaire, par rapport à tout. Et c'est vrai qu'à chaque fois changer de Ouais. culture, c'est quand même du travail, même si c'est l'aventure vraiment, mais ça a un côté un peu usant à forte répétition, je trouve, parce que moi j'ai fait que ça en fait depuis que j'ai quitté le Bah lycée, ouais, depuis toujours. ouais, Bah depuis que t'es né même, je pense qu'on peut dire, hein. depuis que je suis né, ouais, tout à fait. J'ai eu une période collège-lycée où j'étais à peu près au même endroit en France, mais sinon globalement, ouais, Ouais. j'ai passé ma vie à faire ça et c'est vrai que se poser un petit peu, bah c'est clair que ça fait du bien et puis c'est là où tu as aussi plus l'occasion de créer des liens plus forts avec des personnes et Bon, du coup, sur quel continent t'as pas habité encore? Amérique du Sud, c'est ça? Amérique du Sud, Australie, Et Océanie. Australie? Ouais, ça c'est C'est tout, hein? Oh là là, ouais, c'est énorme, hein. ça c'est my T'as vécu next sur target. plus de continents que bah, beaucoup de personnes ont voyagé au final. J'ai beaucoup de chance par rapport à ça, ouais. Et justement, si tu veux devais faire un petit retour sur toutes tes expériences, qu'est-ce que t'en retires un petit peu de chaque culture? Si je prends l'Afrique au sens large, j'ai beaucoup aimé l'Afrique dans le sens l'ouverture. On peut parler de tout et rien et c'est toujours pris avec le sourire et puis il y a vraiment beaucoup d'échanges et de partage dans les différentes cultures que j'ai pu avoir là-bas et ça s'est ressenti même quand je suis rentré en France. La plupart de mes amis en région parisienne
ont des origines aussi africaines, parce que enfin pour moi c'est quelque chose qui est ancré en moi, Ouais. parce que je retrouve ce côté vraiment beaucoup de partage, beaucoup d'échanges, et on peut rigoler un peu de tout et rien. C'est ce que j'ai vraiment aimé. Après, si je prends le Qatar c'est un peu plus particulier parce que c'est un pays qui a beaucoup d'argent. Ils sont formés pour ça aussi, mais en même temps c'est très cosmopolite le Qatar. Donc il y a que 10% de Qataris au Qatar. Donc j'en ai pas vraiment Waouh, c'est côtoyé de incroyable. ouais, j'en ai pas vraiment T'en as côtoyé des côtoyé Qataris. un en caleçon. Ouais, c'est ça. Et ses amis du quartier. Mais mais non, non, j'ai pas côtoyé tant de Qataris que ça, donc je peux pas trop juger par rapport à ça. Après, les cultures que Ouais. j'ai pu rencontrer là-bas, les Indiens, j'ai travaillé pas mal avec les Indiens, les Pakistanais, c'est des cultures aussi qui sont très très ouvertes, enfin plus Indiens que je connais que Pakistanais directement, mais Ouais. voilà. Et puis après, pour parler du Vietnam, bah ils sont d'une gentillesse, les Vietnamiens, ils sont tout le temps en train de sourire. C'est vraiment Ouais. agréable. Après, bon, faut savoir que des fois ils disent oui, mais c'est pas vraiment un oui. Donc c'est ça qu'il faut faire attention un Ah. peu aussi des fois. Euh, et puis l'Amérique du Nord, si je retiens, c'est vraiment la gentillesse des personnes aussi, la gentillesse des C'est personnes et puis rigolo parce que le fait du non jugement. J'ai ouais, remarqué. tu le nuances différemment, mais au final, tu parles beaucoup de gentillesse dans toutes les cultures que tu as pu côtoyer. C'est vrai, c'est vrai. Donc Ben, en bon, c'est un fait, beau message. on est gentil à travers le monde, je crois. Ouais, c'est chouette. Est-ce que du coup, est-ce que tu te vois rentrer en France un jour? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, c'est sûr que j'ai des très bons amis en région parisienne qui me manquent, j'ai ma famille qui me manque. Pour moi, c'est trop tôt. Là, j'ai 28 ans aujourd'hui. Je me dis pas avant 32, 33 ans. J'ai encore envie de découvrir pas mal de choses. Là, j'ai une belle opportunité professionnelle qui se faufile au Canada. Il y a Hmm. encore l'Australie qui me fait beaucoup rêver. Donc, pas tout de suite, peut-être un jour, mais pas pour le moment. Encore beaucoup de beaux projets d'expatriation, alors on te le souhaite. Comme tu le Merci. sais, quand on termine nos épisodes, alors je pense que ça va être très dur pour toi vu le nombre de lieux où tu as vécu. On demande à nos invités de nous citer 3 lieux qui les ont particulièrement donc marqués, particulièrement plu. Quels seraient toi tes 3 lieux? Alors, le premier, c'est sûr, ce serait Windhoek en Namibie, donc quand j'étais plus jeune, parce Ouais. que j'ai aimé le côté très cosmopolite, le côté, enfin, c'est ma jeunesse, quoi. J'ai tout aimé en fait à Windhoek. De tous les Et souvenirs que j'ai t'as un énormément aimé. endroit particulier à Windhoek, je sais pas, un parc, un monument, un Euh, restaurant? j'ai adoré mon école St. George's Diocesan School où j'avais tous mes amis. Ouais. Ouais, c'était ça. Et puis avec ma famille, on avait l'habitude le dimanche d'aller au Spurs, qui est un restaurant là-bas. C'est des deux endroits que pour moi je porte vraiment dans mon cœur, Où t'aimerais retourner? où j'aimerais retourner, oui bien sûr. Bah après, c'est sûr que mes amis de Namibie, ils y sont plus, hein, on a grandi, Hmm. euh, mais oui, c'est sûr que j'aimerais y retourner. J'aimerais y retourner, c'est sûr. Un lieu au Qatar, t'as un lieu? Bah moi, le désert qatari, j'avais beaucoup aimé. Euh, Sinon, il y avait un spot, alors je ne saurais plus le nom, mais on avait l'habitude de faire du wakeboard, qui était vraiment cool. Ouais, donc je dirais le désert qatari si je devais dire Ouais. au Qatar. Et du coup, donc, est-ce que t'as des bonnes adresses au Vietnam? Des bonnes adresses, bah dans le quartier Tao Dien, il y a vraiment des restaurants très très sympas, des restaurants japonais, je me rappelle plus du nom, mais je recommande d'aller dans le district 2, dans le quartier à Ho Chi Minh, qui était vraiment très sympa. Et puis bon, un petit bonus parce que t'es quand même actuellement à Montréal. Est-ce que t'as une bonne adresse à nous donner à Montréal? Une bonne adresse. Alors à Montréal, on a la spécialité de la poutine. Ah Donc ouais. il y a deux restaurants qui sont très connus pour ça. Donc il y a la Banquise et la Poule Mouillée.
qui sont deux restaurants spécialisés dans les poutines, et tu ne peux pas passer par la case Montréal sans venir goûter une poutine. Donc je recommanderais ces deux restaurants. Ok, moi j'ai jamais goûté la poutine québécoise parce que je suis jamais allée à Montréal, mais j'habitais dans le coin avant à Syracuse et j'ai mangé de la poutine à Syracuse, donc le plat a traversé la frontière. Ok, c'est bon à savoir ça. Bon, je te remercie Julien. Avant de terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? On peut me souhaiter, comme à tout le monde, beaucoup de bonheur dans la vie, parce que je pense que c'est le plus important. Et puis voilà, merci beaucoup en tout cas pour cet appel. Merci à toi, c'était super de découvrir ton histoire que je connaissais dans les grandes lignes, mais waouh, même pas 30 ans. Bon, merci Julien. Merci beaucoup Manon. Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Il faut dire qu'avec une histoire aussi diverse, nous aurions pu discuter pendant des heures. En tout cas, j'ai été ravie de partager ce moment avec Julien et avec vous. Si vous aussi, n'hésitez pas à nous soutenir. Un petit like ou un petit commentaire sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram et encore Mapster, le tout @French Expat, le podcast, ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. En attendant, je vous dis à bientôt.